J'ai l'impression que les codes d'écoute vont être assez élevés aujourd'hui sur les chaînes d'information en continu au Canada, en français comme en anglais. Parce qu'il n'y a pas grand monde qui n'est pas curieux de voir comment ça va aller, la rencontre de M. Carney avec Trump. On aura la réponse cet avant-midi, vers 11h30. Première rencontre entre le premier ministre Carney et le président Trump. M. Carney est arrivé hier, d'ailleurs, à Washington. C'est pas compliqué, c'était à la une partout là, ce matin. Énormément de pression, notamment... sur le premier ministre Carney, pourquoi? Parce qu'il a deux objectifs en se présentant à la Maison-Blanche aujourd'hui. Je dirais même trois. Le premier, c'est que ce soit pas une catastrophe. Non, mais c'est vrai, tu sais que... Premier objectif. Parce que, non, mais c'est vrai, parce que si Carney... se fait Zelensky, là, se fait là, sermonner comme Volodymyr Zelensky devant les caméras du monde, ce sera diplomatiquement une catastrophe pour lui parce qu'il s'est fait élire, lui, avec la prétention de « je serai celui qui sera capable de parler, de dialoguer avec le président américain ». Et de se faire respecter. Et de se faire respecter. Alors, et au-delà de ça, en trame de fond, il y a bien sûr les tarifs. Alors, est-ce qu'il va ressortir de là avec une pause sur les tarifs? Ce serait quand même étonnant. Ça serait cool. Une pause sur les tarifs. Là. Le scénario où on dit une pause sur les tarifs en attendant de négocier, ça, on s'entend que c'est un coup de circuit. Ah, c'est clair. La balle, là, il va marcher sur l'eau après. Elle est pas juste un coup de circuit, elle est sortie du stade. C'est clair. Et après ça, poser de nouvelles bases aussi sur l'entente commerciale qui devra être renégociée. Malgré tout ça, Mark Carney avait quand même diminué un peu les attentes dans les derniers jours en faisant un petit clin d'œil au conclave qui va s'ouvrir demain, là, en disant « Attendez-vous pas à ce qu'il y ait de la fumée blanche qui sort de la fumée lors de ma rencontre à la Maison-Blanche. » Mais ce sera un petit peu les objectifs là, sur la table de travail de M. Carney. On va surveiller les petits détails aussi. Souvenez-vous, la poignée de main. Lorsque le président américain reçoit des dignitaires, des leaders étrangers, on surveille toujours la poignée de main. C'est une espèce de bras de fer sur est-ce que le président va tirer plus fort, de quelle façon. M. Trudeau, il s'était même pratiqué, lui. Oui, je trouve que c'était pratiqué, puis son côté boxeur ressortait. Là, puis il serrait la main, puis avec son autre main, il allait tenir le coude. Poignet, Alors, ça, le non-verbal aussi des deux hommes, ce serait intéressant à surveiller. Maintenant, Donald Trump, en fin de semaine, lors d'une entrevue à Meet the Press, avait mis la table là, en parlant du 51e État. Est-ce que s'il y a conférence de presse conjointe, là, comme M. Trump a l'habitude de faire, par exemple, assis dans le bureau ovale, fait entrer les journalistes. C'est pas des véritables conférences de presse, c'est des espèces de rencontres de presse désordonnées. Les journalistes sont là en mode, crient des questions, Trump choisit à laquelle il répond. Je veux dire, pour un leader étranger, tu sais, une conférence de presse, t'as deux lutrins. Tu donnes la parole un à des journalistes qui adressent leurs questions. Tu sais, c'est déjà moins désordonné, moins insécurisant. Mais lui, la façon qu'il fait ça, Trump, il devient le seul maître à bord parce que c'est lui qui pointe les journalistes qui sont accumulés, qui sont agglomérés dans le fond de la salle. Puis tu dis journaliste, parce qu'il faut pas oublier, là, il y a son monde à lui, là, ses influenceurs qui sont devenus journalistes. Tu as totalement raison, a ouvert la porte à un paquet de gens qui sont pas des journalistes professionnels. Il y en a un qui avait demandé à Zelensky pourquoi vous portez pas un habit, pourquoi vous portez pas un complet veston quand vous venez à la Maison-Blanche rencontrer le président. Alors, est-ce qu'on aura droit à ce genre de questions-là? Est-ce qu'on aura des références au 51e État devant M. Carney? Trump, en fin de semaine, comme je vous racontais, il a mis la table un peu par rapport à ça, a donné le ton. Il en a remis hier. Là, il faisait baveux, colon à côté. Là. Excuse-moi. Je sais pas trop ce qu'il veut. C'est lui qui vient me voir. Il a demandé à me voir. Il doit vouloir conclure une entente, conclure un deal. Tout le monde veut conclure un deal avec moi. Et je vais vous faire entendre les commentaires de Donald Trump là-dessus, que je vous ai brièvement traduits, suivi aussi d'une déclaration du bon Howard Lutnick, son secrétaire d'État au commerce, qui, lui, en entrevue sur Fox, a écorché le Canada, puis pas à peu près, en disant... Au Canada, c'est un régime socialiste. Et que lui, il sort le popcorn en vue de la rencontre d'aujourd'hui, il a promis une rencontre fascinante. I don't know, he's coming to see me. I'm not sure what he wants to see me about, but I guess he wants to make a deal. Everybody does. They all want to make a deal because we have something that they all want. They have their socialist regime, and it's basically feeding off of America. I mean, the president calls that out all the time. Why do we make cars in Canada? Why do we do our films in Canada? Come on. So I think the president's going to have... I think it's going to be a fascinating meeting. I'm glad I'm going to be there listening, but it's going to be a fascinating meeting tomorrow. Ça promet. Non, mais je veux dire, ils mettent la table là, vraiment pour une rencontre. Mais les propos de Trump,
Parce qu'il avait dit lui-même qu'il y avait eu un appel avec M. Carney, qu'il s'était entendu pour se voir. Mais là, la veille de l'événement, finalement, il ne sait plus rien de ça. Il a demandé à me voir. Je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce qu'il veut? Il doit vouloir un deal. Tout le monde, toute la planète veut un deal avec moi. Mais ça, c'est le rapport de force. Établir le rapport de force avant même qu'il y ait cette rencontre-là. The art of the deal. Sauf que là, la vérité, c'est qu'il n'est plus dans une position aussi forte qu'il était... au point de départ. Là. Il y a tellement... Tous ces problèmes avec la Chine, tous ces reculs, le fait que sur ces tarifs, il a dû reculer à répétition. Je crois que Trump joue encore le théâtre du gars qui a le gros bout du bâton, mais dans les faits, il ne l'a plus comme il l'a eu à un certain moment. Rénovation, l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. On va peut-être avoir des nouvelles. En tout cas, c'est ce qui circulait hier. Ça semble se confirmer ce matin. Ce sera l'autre grosse nouvelle du jour, effectivement, parce que dans ce cas-ci, des informations d'abord sorties par la presse ce matin et qui ont par la suite été confirmées par les médias de Québécois. Donc, je vous résume un petit peu. Après le scandale, les 1001 problèmes, les manchettes de fourmis dans les dentiers, de problèmes d'infiltration d'eau, de panne de courant. La liste, elle est très, très longue. Finalement, il y aurait une solution. Une solution qui sera soumise d'ailleurs au Conseil des ministres demain, c'est-à-dire qu'on aura réussi en brassant un petit peu les finances, en essayant peut-être de prioriser certains projets plutôt que l'autre, en retirant de l'argent à certains secteurs plutôt que d'autres, à récupérer le fameux 85 millions pour lancer les travaux, la première phase pour Maisonneuve-Rosemont. Alors, des travaux qui pourraient commencer cette année, nous confirme-t-on, au bureau, au bureau du ministre de la Santé. On commencerait effectivement... Appelons la chose, c'est un recul, total. Face à la pression publique. Là. Et il y avait deux camps. Là. C'était pas unanime dans le gouvernement de la CAQ. C'était pas Quand ils ont décidé de retirer Maisonneuve-Rosemont de la programmation de cette année de travaux, c'était pas unanime. La décision a fini par ce premier ministre qui a eu le dernier mot. Et c'est un recul en bonne et due forme ce matin. Souvenons-nous que la semaine passée, il y avait eu comme contradiction. Là. Christian Dubé avait dit... François Legault tenait la ligne, on le fait pas, Maisonneuve-Rosemont. Puis là, Christian Dubé avait dit « Je peux pas croire qu'on peut pas trouver l'argent pour la phase 1. Là, dans l'ensemble du budget du gouvernement, je peux pas croire qu'on peut pas trouver l'argent pour la phase 1. » Alors, visiblement, on l'aurait trouvé. Oui, on l'aurait trouvé et les travaux commenceraient dès cet été. On commencerait les travaux, on le sait avec le stationnement. Là, les gens disent « Pourquoi le stationnement? Voyons, ça n'a pas d'allure, prioriser un stationnement. » Il faut comprendre qu'on commence par ça, pour après ça libérer le stationnement actuel pour pouvoir construire sur le site. C'est ça, parce que l'actuel stationnement devient l'endroit où on va creuser les fondations du futur hôpital. Là. Mais Maisonneuve-Rosemont ne serait pas le seul établissement auquel on octroierait des sommes d'argent pour faire des travaux. Il y a aussi l'Hôtel-Dieu d'Arthabasca. Arthabasca. Victoriaville. Ding, ding, ding. Pourquoi Arthabasca? Ben oui, c'est vrai, il y a une élection partielle dans Arthabasca. Il y aurait aussi des sommes d'argent qui seraient octroyées pour lancer les travaux sur le site. Alors, je vous fais entendre coup sur coup Paul Saint-Pierre Plamondon, qui a été très virulent hier à l'endroit du gouvernement, suivi de la réponse de Jonathan Julien, qui est responsable des infrastructures au sein du gouvernement. Il y a 15 milliards dans le Fonds pour les infrastructures qui est dormant en ce moment et qui est censé être affecté aux projets les plus prioritaires du Québec. Ces 15 milliards sont toujours là, mais semblent vouloir être utilisés pour d'autres projets en prévision de la prochaine élection. Il n'y a aucun élément politique électoraliste. Les sommes de l'enveloppe centrale, depuis 2013, ça fonctionne comme ça, sont attribuées à des projets spécifiques dans le temps. Une quinzaine de projets de plus d'1 milliard qu'on provisionne comme ça pour éviter le choc quand ils passent en phase de réalisation. Hôpital Maisonneuve-Rosemont, il y a beaucoup d'argent dans l'enveloppe centrale actuellement. Oui. Ben, ce sera à surveiller. Parce que ça, c'est Maisonneuve-Rosemont, cette année, je pense que c'est 85 millions là, qu'on va y mettre. Là, c'est du change comparé au vrai coût de projet. Là. Les années où on va se lancer vraiment dans la reconstruction de l'hôpital lui-même, on va compter en centaines de millions, voire en milliards. Quelle histoire, Alexandre, le type que Éric Kerr et son ministère avaient choisi comme le king, le patron de toute l'opération de l'identité numérique. Mais finalement, c'est un fraudeur. Et ça, c'est une grosse histoire de nos collègues du journal ce matin, une histoire signée Nicolas Lachance. Alors,
ce qu'on apprend dans cet article-là, c'est le gouvernement qui a fait confiance à un fraudeur qui, aujourd'hui, est emprisonné aux États-Unis. Et ce gars-là avait comme mandat de développer le fameux projet d'identité numérique. Et le problème, c'est lorsqu'il a été congédié, l'informaticien en question, qui s'appelle Yann Ouellet, est parti avec ses secrets parce que c'était le seul à pouvoir faire fonctionner la patente. Ça va bien dans ce temps-là, t'engages quelqu'un qui est à la tête de ce projet-là, mais c'est le seul à pouvoir, à détenir les clés, si tu veux, les clés de voûte pour faire fonctionner le projet. Alors, quand lui est parti, il n'y a plus personne qui est capable de faire fonctionner ça, puis là, on tourne en rond, puis après ça, nous, on se demande pourquoi ça ne fonctionne pas. Revenons un petit peu en arrière, là. Le Conseil du Trésor, en juin 2019, engage ce gars-là, Yann Ouellet, comme consultant. Et son mandat était d'accompagner le gouvernement pour mettre en place la transformation numérique du Québec grâce à des logiciels libres. On ne va pas rentrer trop dans le détail. L'informatique, ça peut être compliqué, là, mais c'est lui qui devient l'architecte du projet d'identité numérique. Et il est sous la gouverne de l'ex-ministre Éric Kerr. Or, je vous rappelle, on est en 2019. Mais en 2017, son nom était déjà sur le radar de l'Autorité des marchés financiers. Pourquoi? Pour des activités reliées à Plexcoin. C'est une crypto-monnaie et il est suspecté à l'époque d'avoir fraudé à peu près 15 000 investisseurs. Parce que quand on l'embauche en 2019 là, pour un sujet, un projet aussi sensible que l'identité numérique, là, je veux dire, dans ma tête... Tu le scannes, là. Ben, ça, c'est le premier drapeau. Tu le scannes, là, je veux dire. Ça marche pas dans l'histoire. Un peu, ça me fait penser au fédéral. Tu sais, si tu veux, mettons au fédéral, si tu veux être directeur de cabinet ou t'occuper de la sécurité du premier ministre, tu comprends, là, on va donner ton nom, OK, Alexandre Dubé. Ils vont prendre ça, la GRC va prendre ça en délibéré pendant une semaine, là, pour vérifier, OK, vous voulez mettre Alexandre Dubé en charge de la sécurité du premier ministre. Alexandre Dubé, là, il doit pas de l'argent à personne, il a jamais fait de ci, il n'y a pas de dossier criminel, il n'y a pas d'amis dans les Hells, il n'y a pas d'amis dans Mafia. Non, mais ils vont te scanner jusqu'aux shorts pour dire, OK, on a quelqu'un... étant donné qu'on va lui donner des informations hypersensibles, qui va jouer un rôle hypersensible, non seulement il faut qu'il soit honnête, il faut même pas que quelqu'un puisse le faire chanter. Il faut que sa vie soit impeccable. C'est ça, être scanné, c'est de dire, même si tu es une personne honnête, mettons que tu dois de l'argent à quelqu'un de pas fin, là, lui, il va venir, puis il va... Fait que, tu sais, il faut pas que la personne soit ni croche, ni vulnérable, ni un passé croche, ni rien. Mais à mon avis, c'est le genre de scan qu'il faut faire d'un gars. Tu vas lui donner l'identité numérique des Québécois. Sensible. Puis là, finalement, c'est un gars qui est enquêté pour fraude par l'AMF. Alors, premier drapeau, on est en 2017. Premier drapeau en 2017. Après ça, il est engagé. Son nom commence à circuler dans les médias. C'est pas grave. On ferme les yeux, visiblement. Il y a toutes sortes de rumeurs. Et malgré tout ça, en juin 2020, même, il y a un article du journal qui le nomme et qui ajoute de la pression quand on apprend qu'il est officiellement poursuivi, non pas juste sur enquête, mais poursuivi par l'Autorité des marchés financiers à cause du projet que je vous parlais tantôt, Plexcoin. On ferme les yeux au niveau des patrons. La pression commence à être de plus en plus forte. Mais finalement, on s'est entêté à le garder pendant quand même plusieurs années. Et résultat aujourd'hui, 22 millions de dollars de dépensés. Ça devait être le projet, la pièce maîtresse de l'informatisation des services. C'est sur la glace et ça apparaît même plus au plan québécois des infrastructures. On aurait dû recevoir des éloges pour ce projet-là. Oui, je sais bien. Vous avez raison, M. Kerr. Jean-François a trouvé une perle. mais c'est fascinant. Mais c'est pas drôle. Non, mais en fait, le type est aujourd'hui, à l'heure où on se parle, le type est en prison aux États-Unis. Oui, emprisonné aux États-Unis, tout à fait. Alors là, il n'est plus à l'emploi. Il a été arrêté à Boston en 2023, condamné en novembre dernier à 51 mois de prison, justement pour son rôle dans le scandale de la monnaie virtuelle de Plexcoin. Et malgré les rêves de Paul Saint-Pierre Plamondon, Alexandre, le Québec sera peut-être pas la prochaine province à avoir un référendum sur la souveraineté. Peut-être que les Albertains vont nous damer le pion. J'ai l'impression. Les Albertains vont nous devancer. On a appris hier que le gouvernement albertain n'allait pas s'opposer à ce qu'un référendum sur sa souveraineté soit tenu dès l'année prochaine. Mais il y a une condition, s'il y a une initiative citoyenne qui permettrait d'obtenir assez de signatures. C'est ce que Danielle Smith, la première ministre, a déclaré lors d'un discours à la Nation hier. C'est une question qui pourrait être soumise au vote de la population albertaine à compter de l'année prochaine. C'est pas son gouvernement qui va mettre de l'avant la séparation. Mais
s'il y a un mouvement qui est assez fort, qui a assez de traction comme tel, on verra bien. Mais autre fait quand même assez important, au lendemain de l'élection de Mark Carney, le gouvernement de l'Alberta a dit qu'il allait assouplir le processus permettant aux Albertains de soumettre une question référendaire, peu importe le sujet. Alors, quand on regarde le nombre de signatures également, là, on parlait de 20 % et là, ça passe à 10 % du nombre d'électeurs qui ont voté lors des dernières élections précédentes. Donc, on a diminué ce seuil-là. On sait qu'il y a une grogne dans l'Ouest. Il y a énormément de grogne en Alberta. La question de l'indépendance de l'Alberta, quand Léger sonde, on est à 4-5 points du Québec. Là. Juste en bas de la barre. Ouais. Mais je veux dire, tu amènerais 2-3... Mettons, Mark Carney fait 2-3 erreurs où les négociations avec les Américains frustrent les Albertains. Puis il va y avoir plus de souverainistes en Alberta qu'au Québec. Tu es sur la barre de ça. Bon, on parlait hier matin de cette menace de Trump là, sur l'industrie du cinéma. Il y a eu rencontre d'urgence hier soir de l'industrie québécoise du cinéma. C'est que tout le monde est sur le qui-vive là, avec ces tarifs de 100% aux films produits à l'extérieur des États-Unis. Donc hier, au Studio Mills, il y avait la ministre de l'Économie, Christine Fréchette, et Patrick Jutras, qui était le président, qui est le président du Studio Mills, Pierre-Carl Pellado aussi de Québécois. Parce qu'il faut dire que dans cette industrie-là, c'est 60 000 personnes qui travaillent autant dans le domaine télévisuel que cinématographique. Pierre-Carl Pellado rappelait hier qu'on est reconnu mondialement sur le plan des tournages, la post-production. J'ajouterais aussi les studios d'animation. Quand on pense à des retombées, là, des tournages des États-Unis qui viennent chez nous, là, c'est 389 millions de dollars au Québec en 2023 pour faire travailler à peu près 2000 personnes. Une production, c'est 2000 personnes qui travaillent. Oui, il y a du monde de l'étranger, mais du monde de chez nous. Sans parler de l'excitation de croiser des stars d'Hollywood sur le trottoir sur le boulevard Saint-Laurent. Mais c'était un attrait de se dire, si je vais à Montréal, peut-être que je vais croiser des vedettes, peut-être que je vais croiser Ryan Gosling, on ne sait pas. Mais ça fait partie même de tout ce qui est retombées économiques, l'attrait pour Montréal, les hôtels, les restaurants. Bref, ça a un gros impact. Nos artistes aussi à l'étranger, comment ça va se décliner? C'est une autre question qui est posée, entre autres par le président de l'Actis, Bernard Larivière, à qui j'ai parlé hier. Lui, il parlait de la réaction de ses membres, mais aussi on se questionne parce que c'est rare que le film est tourné à 100% dans un seul et même pays. Ça pourrait avoir des conséquences qu'il y aurait moins d'emplois pour les pigistes de l'industrie, justement. Je suis sûr que chez nous, on représente 8000 techniciens et là-dessus, il y en a presque un quart, un peu plus, qui travaillent exclusivement ou presque sur des projets américains. Donc, si ça l'empêchait vraiment les productions de venir au Canada, ça pourrait vraiment toucher une grande partie de la main-d'œuvre. Ce qu'on expliquait hier, c'est fait un peu comme une voiture. Donc, tu as une partie qui est faite là, une partie qui est faite là. C'est pas... Oui, mais la différence, c'est qu'on dit que sur une voiture, ce serait difficile d'identifier les composantes américaines, mais parce que c'est tellement, les pièces traversent la frontière plusieurs fois. Mais pour un film, c'est encore pire. Là. Ben oui. Parce que là, c'est même plus des pièces, c'est des concepts, c'est des idées, c'est de l'animation. Tu vas charger quoi? Des tarifs de 100% sur 15 secondes d'une scène? Ça a été tourné... Le titre du film a été pensé à Londres. Bon, ça, on va l'imposer. Ça a été tourné dans les montagnes au Chili, ce bout-là. Non, mais tu sais... Mais c'est épouvantable. Puis, tu sais, nous, au Québec, on a capoté un peu hier, là, mais c'était partout à travers le monde. Là. Je veux dire, en Europe, à Londres, entre autres, où ils font des rabais souvent pour qu'il y ait des tournages là-bas. Au fait, c'est qu'on ne sait pas comment ça va être appliqué, quand ça va être appliqué. Comme dans la plupart des secteurs, au fait, tu es sur un pied d'alerte parce que c'est un milieu qui est déjà en crise. C'est vrai qu'à Hollywood, ça va pas bien, mais il faut qu'ils se regardent eux-mêmes, le nombril. Bon, c'était hier, Alexandre, la loterie. Oui. La loterie pour le repêchage. Et on sait que, si tu finis dernier, tu as beaucoup plus de boules dans le boulier. Si tu finis avant-dernier, tu en as un petit peu moins. Mais quand même, il y a des équipes qui finissent pas si mal, mais qui ont quand même quelques boules dans le fond du boulier. Ben oui, et l'histoire de la soirée hier, c'est les Highlanders de New York qui n'avaient que 3,5% des chances de remporter cette loterie-là. Ils ont fait un bond de 9 places et vont parler premier au prochain repêchage de la Ligue nationale de hockey. Parce que les Highlanders, c'était pas tant que ça dans le peloton de queue, mais ils se battaient contre le Canadien pour une place en série deux semaines avant la fin de la saison. Exact. Et là, ils se retrouvent avec le premier choix au repêchage. Oui, exactement. Et pour ce qui est des Sharks de San Jose, deuxième, les Blackhawks vont parler en troisième rang. Ce sera intéressant aussi, puisqu'il y a beaucoup de mouvements au sein de la direction des Highlanders de New York. Là, on sait que l'ère Lou Lamoriello s'est terminée à New York. Qu'est-ce qui va se passer aussi avec Patrick Roy, en fonction du nouveau DG qui sera nommé là-bas. Pour ce qui est du Canadien, on surveillait aussi, parce qu'on a 2 choix de première ronde. Là. Ouais, parce que quand on est dans les séries, on fait pas partie de la loterie.
Ouais, ben c'est ça. Non, on est exclu. Ben, en fait, le choix du Canadien était exclu, mais le choix des Flames, lui, il était là parce que les Flames n'étaient pas dans la loterie. Alors, donc, on n'a pas bougé vraiment. On est 16 et 17. 16 et 17e. On est resté aux places prévues. Ouais, également. L'autre grosse nouvelle la question, c'est est-ce que le Canadien va repêcher 2 fois, 16e et 17e, ou est-ce que le Canadien va échanger un de ces 2 choix-là de première ronde pour aller, dans une transaction pour aller chercher un gros joueur? Moi, c'est le scénario que je privilégie parce que hier, c'était aussi le bilan de fin de saison de l'état-major du Canadien, Jeff Gorton, Kent Hughes. Bon, l'esprit était quand même... le ton était léger. Le Canadien a fait les séries. On s'attendait à être simplement dans le mix, disputer des matchs significatifs jusqu'à la fin. On a quand même fait une ronde des séries. Maintenant, les 2 gars n'ont pas voulu établir leur liste de priorités. Par contre, ils sont au courant autant que nous que le Canadien a besoin d'un deuxième centre. Ils sont au courant autant que nous qu'on a besoin de rajouter un petit peu de muscle, un petit peu de robustesse. C'est clair que ça fera partie. Ben oui, c'est clair que ça fera partie là, de la liste des deux de l'état-major du Canadien. Est-ce qu'on va transiger au repêchage? Est-ce que ça va passer par les joueurs autonomes? Parlant des joueurs autonomes, n'a pas voulu se prononcer sur l'avenir là, de Dvorak, Armia et Pezzetta, qui, eux, deviendront joueurs autonomes donc en juillet prochain. Mais ils ont donné une petite indication. Ils ont dit que l'équipe, la moyenne d'âge de l'équipe pourrait être encore plus jeune. Parce que déjà, c'était l'équipe la plus jeune cette année à rentrer dans les séries. En disant ça, c'est pas très positif pour Armia puis Dvorak. Là. Non, ça c'est sûr, parce que tu sais, t'as des jeunes qui vont frapper à la porte, que ce soit des attaquants comme Owen Beck, bon, Demidov va commencer la saison à Montréal, Reinbacher, Logan Mailloux à la défensive également. On sait que David Savard, lui, a pris sa retraite. Savard faisait monter à moyenne d'âge un petit peu. Et il y a toute la question aussi de Kirby Dach, qui a été dans les dernières années, là, plus souvent qu'à son tour, sur la ligne de côté en raison des blessures. Mais la différence, c'est que cette année, il a joué, il a joué moins qu'on aurait espéré. Ouais. Mais ça n'a pas marché. C'est que l'année passée, il avait joué 2-3 matchs, mais il avait quand même montré des belles choses. Mais cette année, il a joué une trentaine de matchs, puis ça a été tranquille, pas à peu près. Fait que là, tu te dis, OK, non seulement il est tout le temps blessé, mais on n'est plus sûr qu'il donne sa patinoire ce qu'on espérait. Non, c'est clair qu'il va devoir avoir un gros été d'entraînement, une bonne performance en début de saison. Mais l'état-major du Canadien croit toujours en lui. Un petit mot pour vous dire par rapport à Lane Hutson. Je vous rappelle qu'il figure parmi les 3 finalistes du trophée Calder avec Macklem Celebrini des Sharks de San Jose et Dustin Wolf, le gardien des Flames de Calgary. Dans le cas de Lane Hutson, si jamais il remporte le trophée, il deviendra le premier joueur du Canadien à remporter le Calder depuis Ken Dryden en 1972. 53 ans. Et en terminant, un mot sur Patrick Laine, parce que bon, il avait été encensé en saison régulière pour sa performance sur l'avantage numérique, mais très critiqué en série pour ses jeux un petit peu plus mous. Kent Hughes a commenté la situation de Patrick Laine. Écoutons ce qu'il avait à dire. Pour moi, on n'est pas en série sans Patrick Laine. Est-ce que ça a toujours été straight line? Oh non. Je pense qu'il y a eu des struggles aussi avec son jeu à 5 contre 5. Mais j'étais impressionné par Patrick parce que j'ai vu une volonté de vouloir s'améliorer. On a vu au moins de lui dans nos discussions qu'il voulait apprendre, puis qu'il voulait s'améliorer, puis qu'il voulait faire partie de l'équipe. Il a conclu en disant que sans Laine, le Canadien n'aurait pas fait les séries. Exact. C'est une belle façon d'enrober.